Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue dans Serviam, votre podcast hebdomadaire favori. Nous avons une équipe nombreuse ce soir. On va parler de nombreux sujets d'actualité, bien sûr, et puis un sujet de doctrine plus approfondi en seconde partie d'émission. Avant de commencer l'émission pour en parler, vous connaissez les rappels habituels auxquels je vais me livrer. Donc, je rappelle que vous pouvez nous trouver sur les différents réseaux sociaux YouTube, Instagram, Telegram, ainsi que sur Odyssée, si vous tapez Serviam Podcast. J'en profite d'ailleurs pour dire, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à partager les émissions si elles vous plaisent. Et je vais d'abord commencer par la présentation des membres. Donc, beaucoup de personnes ce soir pour m'accompagner. Je commence par Bruce. Bonsoir Bruce, comment ça va? Salut Bobby, salut à tous les auditeurs. Très bien. Edmond aussi est avec nous. Edmond, il est chaud pour la deuxième partie. Il va encore parler un peu de philo avec le principe de totalité. Comment ça va, Edmond? Salut Bobby, ça va très bien, merci. Bonjour à tout le monde, bonjour aux auditeurs. De mon côté, je continue de chercher la moyenne de s'évader de la cellule, comme Edmond en PS. Encore trouvé, mais on travaille. Travaillons. Rex aussi est là pour travailler avec nous. Comment ça va, Rex? Très bien Bobby, Ave à tous, et donc hâte de converser avec vous en effet sur ces divers sujets qu'on a prévus, et salutations à la victoire. Et enfin, Parsifal. Bonsoir Parsifal, de retour. Comment vas-tu, Parsifal? Bonsoir Bobby, bonsoir à toute l'équipe. Écoute, ça va très bien, prêt pour cette nouvelle émission. Alors, je pense que les auditeurs nous attendent au tournant et c'est bien normal. On va commencer par le sujet d'actualité qu'on ne pouvait pas mettre de côté. C'est bien sûr ce qui se passe au Moyen-Orient, plus particulièrement en Iran, avec la guerre Iran contre le reste du monde, on a envie de dire, plus précisément bien sûr Israël et les États-Unis, ou les États-Unis et Israël. Donc on sera peut-être pas forcément d'accord sur l'ordre. En fait, il y a tellement de choses à dire que je peux commencer déjà l'émission par une question plutôt ouverte. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un peut nous faire un résumé géopolitique des escalades meurtrières qui ont conduit finalement à un début d'une guerre que plus ou moins attendue, on va dire. Je vais lancer Bruce. Bruce, par exemple, on peut dire que c'est une guerre qui était, on va dire, plus ou moins attendue. C'est vrai que ça fait quand même des semaines et des semaines, des mois et des mois qu'Israël cherchait à entrer dans une guerre contre l'ennemi iranien. Et finalement, ils ont réussi. Puis ils ont réussi en plus en entraînant les États-Unis avec eux. Bon, demi-surprise avec des conséquences dramatiques. Oui, effectivement, ça fait des mois et même des années qu'Israël est dans une sorte de guerre plus ou moins directe avec l'Iran, qui constitue en fait le cœur de la réaction face au projet impérialiste de l'entité sioniste. C'est vraiment l'Iran qui finalement a structuré ce qu'on appelle l'axe de la résistance finalement, et qui donc dans la région constitue vraiment l'opposition fondamentale au sionisme. Effectivement, on a vu que ça fait longtemps qu'Israël cherchait à déstabiliser l'Iran. On l'a vu notamment à partir du mois de décembre-janvier, avec les tensions internes dans la société iranienne qui ont essayé d'être exploitées d'extérieur. Je ne sais plus si on en a parlé sur Serviam, mais voilà, dans la déstabilisation de l'Iran, en interne, il y a quelques mois, on voyait bien qu'il y avait déjà des influences extérieures, il y avait des personnes armées, sauf que l'Iran a tenu bon. Il a tenu bon de l'intérieur, parce que le régime, avec notamment le corps des gardiens de la révolution islamique, est trop solide. C'était impossible de déstabiliser de l'intérieur. Donc aujourd'hui, Israël, avec l'appui des USA et notamment l'appui de Trump, a réussi essaye de mettre fin au régime iranien de l'extérieur, tout simplement des bombardements et une guerre ouverte. C'est vrai que la guerre interne avec des Instagrammeuses qui essaient de faire tomber un régime, bon, j'y croyais moyen. Et là, du coup, on est dans une guerre plus, on va dire, plus frontale, plus directe. Une guerre inutile, enfin, moi je dis tout de suite avant de commencer l'émission, enfin, c'est vraiment une guerre dans laquelle les États-Unis sont entraînés, bon, les Européens, bien sûr, hein, les Français, tout ça. Enfin, c'est des laquais des États-Unis, donc on va être entraînés aussi dedans. Pour l'instant, Macron, il fait, oh non, quand même, je suis pas trop chaud. Bon, il a quand même déjà laissé les Américains opérer sur des bases militaires françaises. Bon. Petit à petit, on y va. Voilà, une guerre complètement inutile. Quels sont nos intérêts là-dedans? Pourquoi est-ce qu'on irait frapper les Iraniens? Je ne sais pas. Absolument aucun intérêt. Pourquoi est-ce que les Israéliens en ont intérêt? Ça, je comprends. Pourquoi nous? Non, franchement, ça va même contre nos intérêts, d'ailleurs. Ce qu'on peut noter aussi ici, c'est que les États-Unis étaient en pleine négociation avec l'Iran
Sur le sempiternel sujet de l'enrichissement de l'uranium, de l'accès au nucléaire, civil ou non, avec toujours la dérive possible vers une utilisation militaire que les États-Unis et Israël essayent d'empêcher, et alors que les négociations étaient toujours en cours, qu'il n'y avait pas eu de refus ou de porte claquée de manière définitive, les États-Unis et Israël ont procédé à des frappes de missiles de manière tout à fait inattendue, sans avertissement, et des frappes de précision qui ont tenté d'éliminer, qui ont réussi pour la plupart, une grande partie de la chaîne de commandement iranienne, en particulier le chef du régime, le guide suprême Khamenei. Oui, il faut pas oublier aussi qu'on vous dit ça fait des mois, mais ça fait même peut-être aussi une décennie quasiment, parce que même du temps d'Ahmadinejad, en fait, il y avait cette hostilité à l'Iran comme un peu axe de la résistance, en effet. Depuis Ahmadinejad, en fait, où il avait quand même reçu en partie la dissidence française, pas de Vincent Vauquelin, hein, mais Soral, je sais plus s'il y avait Kémy Séba ou Thierry Messant, enfin un peu toutes ces personnalités, dont Robert Faurisson. Ça veut dire que en fait la thèse officielle du régime, Et Vincent Reynaud également. Et voilà, Dieudonné. et Dieudonné, voilà, donc la thèse officielle du régime iranien sur la Seconde Guerre mondiale est carrément celle de Faurisson. Donc à partir de là, c'est clairement un ennemi identifié et identifiable. Là, pour faire un bond plus récent dans le temps, bon, il y a eu l'ingérence américaine contre Maduro au Venezuela, et bon, c'est un peu le même principe d'ingérence américaine, sauf que là, ici, ça s'était exprimé contre un communiste, machin. Donc à droite, certains s'en félicitaient. Cependant, voilà, cette ingérence, elle s'est exprimée contre Maduro, et demain, on se demande contre qui elle allait s'exprimer, parce que s'il y a un régime nationaliste en Europe, est-ce que les États-Unis trumpiens feraient en fait un coup de ce genre? En plus, la Parsifal disait bien que c'est en pleine négociation qu'ils sont attaqués. Là, il s'agit même pas de capturer Maduro, mais Khamenei a carrément été tué. L'élite en partie iranienne, voilà, pris de mire. Donc c'est bien plus radical, et ces choses-là en sont une raison, quoi. Ça fait limite plus de 10 ans que ça chauffait. Et on voit bien une incohérence dans le discours de Donald Trump, qui, lorsqu'il était en course lorsqu'il était dans l'opposition et que Barack Obama était président, on a des discours de lui à l'époque où il soulignait l'incompétence d'Obama, qui risquait de rater les négociations et d'entrer en guerre ouverte contre l'Iran, qui était quelque chose d'absolument non souhaitable. Idem sous la présidence Biden. Et puis maintenant, une fois qu'il est aux commandes, finalement c'est lui qui rate les négociations, et qui, à l'appel très certainement incessant et inlassable de son grand ami Netanyahou, a décidé de passer à l'action, de servir, contrairement au Venezuela. Tu me parlais, Rex, du Venezuela, où quelque part, même si on peut condamner cet interventionnisme, on peut comprendre que les États-Unis ont une aire d'influence dans la zone, et intervenir au Venezuela sert leurs intérêts politiques et économiques. Par contre, intervenir au milieu du Golfe, on ressent bien que les intérêts premiers qui sont défendus sont ceux d'Israël. Oui, tout à fait. Je t'en prie, Bruce, vas-y. J'apporterai quand même une petite nuance à cette idée d'une contradiction chez Trump. Alors c'est certain, il y a une contradiction. D'ailleurs, il n'a apporté aucun argument valable ou aucune explication même à pourquoi il bombardait l'Iran. Mais je pense que cette idée qu'il y a une contradiction, c'est un peu dû, je pense, au milieu pro-Trump en France, aux militants nationaux qui sont pro-Trump en France et qui se sont pendant, je pense, longtemps voilé la face. L'histoire du Trumpisme en France, c'est un peu finalement cette histoire de la personne qui tombe du 15e étage et qui à chaque étage dit c'est bon, ça va, jusque-là, ça va. Ça fait quand même longtemps que Trump s'en prend à l'Iran. Je pense que ça fait quand même, alors je sais plus l'année exacte, mais c'était il y a déjà plusieurs années qu'il a procédé à l'assassinat du général Soleimani. Le général Soleimani, c'était quand même la personnalité, après l'ayatollah, la plus importante du régime iranien. C'était lui qui avait structuré dans une région assez complexe tout l'axe de la résistance, et Trump avait assisté à son assassinat en vidéo, en direct. Donc ça fait comme longtemps qu'il s'en prend à l'Iran. Il y a avant les troubles internes, il y a eu les bombardements d'avions déjà des États-Unis sur l'Iran.
certains nous avaient sorti des explications complètement alambiquées dans le camp national, en expliquant que finalement, ils passaient avant Israël et comme ça, en fait, ça évitait d'Israël de déclarer la guerre à l'Iran. À chaque fois, on a eu des explications, en fait, même au meurtre de Soleimani. Depuis des années, on nous explique qu'en fait, Trump, non, il n'est pas au service des intérêts sionistes et qu'en fait, voilà. Et aujourd'hui, finalement, j'ai envie de dire, si on est au dernier étage, on chute sur le sol. Et c'est un peu ça, finalement, l'histoire du Trumpisme. Certes, il y a des contradictions, mais ça fait quand même longtemps que beaucoup se voilent la face sur le fait que Trump sert effectivement les intérêts du sionisme, je pense. Tout à fait, tu fais très bien de le souligner quand je parle de contradiction, c'est vraiment de contradiction dans le discours public, et c'est ce qui peut peser sur sa popularité et ses résultats électoraux, puisqu'il est quand même élu, que ce soit son premier ou son second mandat, une de ses mesures phares et le retrait des troupes US des différents pays qu'elles occupent, de privilégier la paix. On le voit d'ailleurs avec sa recherche égotique de l'obtention d'un prix Nobel de la paix. Qui présente un discours, il se fait élire sur un message anti-guerre, et on constate qu'une fois au pouvoir, les actes sont un peu différents, ou même complètement différents de ce qui avait été promis. Et ça, il peut le payer d'un point de vue électoral, puisqu'il y a des élections de mi-mandat bientôt. On verra si ça porte atteinte à sa popularité et à ses représentants à la Chambre, ou si au contraire le peuple américain fait bloc avec le vieil adage de faire bloc en temps de guerre derrière son prince. La géopolitique, c'est toujours compliqué, des tenants aboutissants qu'on connaît pas. Et ce qu'on peut quand même constater, c'est que il y a un conflit entre l'Occident et l'Iran, alors que l'Iran n'a jamais rien fait, mais qui existe depuis Israël. Israël, c'est clairement un problème au Moyen-Orient, la cause de problème. Ça date depuis longtemps, les attaques contre l'Iran. Saddam Hussein avait déjà été utilisé contre l'Iran dans la guerre Iran-Irak. Là, on peut au moins avoir une certitude là-dessus. Trump, évidemment, c'est plus compliqué. On était content pendant son premier mandat d'avoir enfin un président américain qui cause pas des guerres partout. Ensuite, il en a causé de plus en plus avec des opérations, c'est vrai, assez éclairs. L'intervention au Venezuela, elle a quand même été bien menée et elle n'a pas fait autant de dégâts que ce qui a pu être fait en Irak, en Afghanistan. En revanche, c'est certain que on ne sait pas est-ce que Trump est tenu ou est-ce que c'est un sale type depuis le départ. En France, la droite l'aime bien parce que la gauche a pris parti pour le camp d'en face. Donc il y a beaucoup de droitards qui se situent par rapport à la gauche. Je rappelle que la gauche, elle n'a pas attendu Mélenchon pour être carrément antisémite à plusieurs occasions. Puis de l'autre côté, on a pareil des réconciliés qui cherchent toutes les excuses à Trump. Alors on nous expliquait au début que Trump se repliait sur des ambitions continentales, donc sur l'Amérique et plus sur le monde, que Trump lâchait l'Ukraine aux Russes, qu'il lâchait Taïwan aux Chinois, et puis qu'en revanche il renforçait sa position américaine. Mais là on voit qu'il intervient en Iran. Mais je sais pas quelle excuse Soral va lui trouver ce coup-ci. On a peut-être déjà trouvé, mais je pense que Soral, il pourrait avoir Trump qui lui pisse dessus, il lui trouverait encore des bonnes raisons. En fait, tu dis bien, c'est vrai que son premier mandat, ça a apporté du neuf. Bon, même le deuxième, il a fait de l'anti-wokisme, machin. En fait, il a eu cet aspect de passer pour un peu le président des conspis. Mais sauf que, en fait, ça se vérifie pas vraiment, puisque même lors des vaccins Covid, etc., enfin, il aura finalement toujours soutenu, et même cette ingérence américaine qu'il a toujours dénoncée, là, il va finir par ne plus vraiment tenir face à cette pression internationale, quoi. Moi, je voulais revenir sur un mot avec l'Iran en intérieur, à savoir qu'on est en Orient ici, et que en Orient, comme bien souvent, il y a de l'ésotérisme, mais c'est assez mixte en matière religieuse. Et ce qu'il y a d'intéressant avec les Iraniens, c'est que ce sont des chiites, ça veut dire que c'est un islam minoritaire,
et qui en plus dans sa doctrine se rapproche un peu plus des chrétiens, c'est un peu plus marial, etc. Alors évidemment, ce n'est pas du tout l'œcuménisme Vatican II, et la loi de la charia oblige. Ça veut dire que si un musulman iranien se convertit au christianisme, c'est puni de la peine de mort, etc. Cela dit, les Iraniens ou ceux qui sont déjà arabes et chrétiens, eux sont en général des minorités protégées dans certaines régions, bon, évidemment pas là où il y a Daesh, quoi. Et donc l'Iran avait ce mérite-là quand même de ces communautés chrétiennes, en tout cas, elle ne les attaquait pas, et même Khamenei rendait visite à des concitoyens chrétiens et des choses comme ça. Donc voilà, il y avait cet aspect-là qui n'est pas vraiment œcuménique Vatican II, mais un peu à la sauce orientale ou voilà d'un islam chiite qui, en effet, là, il faut pas les voir non plus comme des ultra christianophiles, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, en général, ils sont quand même un peu moins hostiles que les sunnites. Dans cette même idée, effectivement, il y a certaines particularités. Par exemple, en Iran, effectivement, j'avais vu que pour une manifestation religieuse, il n'y a pas besoin de déclarer. Par rapport à la France, déjà, c'est une particularité. Certains ont également vu, je pense, l'existence d'une station de métro en Iran consacrée à la Vierge Marie, qui a été inaugurée cette année, en 2025, je crois, fin 2025. Donc, il y a quand même des éléments intéressants, mais effectivement, ça reste anecdotique. Mais de manière plus globale, il faut quand même voir que l'Iran a été quand même pionnière dans la lutte, dans ce que eux-mêmes appellent le takfirim, c'est-à-dire cet islam radical utilisé, notamment manipulé, et qui déstabilise la région, qui persécute les chrétiens. C'est l'Iran qui a aidé le Hezbollah dans sa lutte contre l'État islamique, et le Hezbollah dans le sud du Liban, c'est lui qui protège les églises des chrétiens. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est dans le sud du Liban, il y a une ancienne religieuse de Fanjo qui est rentrée en ermitage dans la région, et c'est les miliciens du Hezbollah qui assurent sa sécurité. Donc c'est ce genre d'anecdote qui est intéressante quand même, pour montrer il faut quand même apporter des nuances sur le fait qu'on dit que c'est une république islamique. Certes, c'est une république islamique, l'Iran, mais il y a quand même quelques anecdotes qui en montrent beaucoup, je pense. Je voulais faire une petite parenthèse sur un élément qui était avancé par Parsifal par rapport aux négociations, et qui était aussi avancé par vous, messieurs, par différents chroniqueurs, par rapport à l'hypocrisie de Trump, qui est vrai. Bon, là, clairement, les masques tombent. Par rapport aux négociations, c'est le seul élément qu'on pouvait dire par rapport à cette histoire de négociation sur l'enrichissement de l'uranium, et puis donc la volonté de l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, c'est qu'en fait, tout ça était au point mort depuis quand même des mois, ça n'avait rien à bouger. Donc c'est un argument qui est avancé actuellement par toute la famille des néoconservateurs américains. C'est un gros mensonge, hein. L'Iran, effectivement, a une volonté de se doter de l'arme atomique. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Juste qu'en fait, ils n'avaient pas les prétentions de leurs moyens, ça n'avait pas avancé. Et il n'y a pas de raison particulière d'engager cette guerre de base, et encore moins maintenant, à part bien sûr pour satisfaire les intérêts d'Israël. Néanmoins, je tiens quand même à faire cette précision. De manière générale, de manière théorique, il est évident, enfin en tout cas c'est une évidence pour moi, qu'un pays qui déclare comme ça, qui déclare vouloir posséder la bombe nucléaire, je trouve ça effectivement très dangereux, et il faut prendre des mesures, l'Iran ou pas l'Iran, peu importe, dessus. Mais juste un pays qui dit bon, écoutez, on sait pas, juste on va enrichir un peu et puis on verra ce qui se passe. C'est pour faire de l'électricité, mais tout ça c'est civil, c'est pas militaire. Rien que ça, pour moi déjà, c'est de base, hein, en théorie, hein, c'est déjà une ligne rouge, parce que ça engage toute l'humanité, parce que si quelqu'un accède à l'arme nucléaire, en plus, alors qu'il y a déjà beaucoup de pays qui l'ont et pas des pays les plus stables, hein, déjà, quand on pense que le Pakistan et l'Inde ont l'arme nucléaire, plus Israël, on s'est dit oula, ça engage toute l'humanité, donc quelque part on peut pas laisser ça passer. Donc les Iraniens, ils ont joué quand même avec le feu, quand même pas mal de temps là-dessus. Je suis pas du tout en train d'approuver l'intervention américaine, je trouve qu'elle est débile, parce que voilà, ça avançait pas leur projet, donc il n'y a pas de raison de s'alarmer non plus. Mais enfin, dans les grandes lignes, fallait quand même réagir. Si je veux faire une parenthèse dans la parenthèse par rapport à cette histoire de ça engage toute l'humanité, pour ceux qui s'intéressent par exemple au paradoxe de Fermi, c'est comme ça qu'en fait je vais articuler ma pensée. Vous savez, le paradoxe de Fermi, c'est cette histoire de ok, mais il y a les extraterrestres qui existent de manière statistique. Par contre, quand on les écoute, quand on écoute l'espace, on n'entend rien. Où sont-ils? Et donc, pour répondre à ce paradoxe de Fermi, il y a la théorie du grand filtre. Je pense que certains connaissent cette théorie-là. C'est en fait l'espèce humaine, elle va évoluer,
En fait, n'importe quelle espèce intelligente va accéder à beaucoup trop de technologie, à un moment donné, elle va s'autodétruire, et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de contact avec l'extraterrestre. C'est parce qu'en fait, les civilisations trop intelligentes et trop technologiques finissent par s'autodétruire. Voilà. Donc, tout ça pour dire, c'est une grande parenthèse, une parenthèse, je suis allé assez loin, mais tout ça pour dire que de manière générale, faut quand même pas être trop naïf non plus. Les pays qui souhaitent accéder quand même à la puissance nucléaire, c'est bien quand même qu'il y ait des garde-fous pour dire halt, il y a déjà beaucoup trop de dangers. Et dans le cas de l'Iran, encore une fois, je précise, je suis pas en train d'approuver la guerre et ils n'avaient pas du tout les moyens d'accéder à cette arme. Mais dans le cas de l'Iran, ils sont quand même un peu foutus de notre gueule aussi parce qu'ils disaient non, mais juste c'est civil, etc. C'est pour avoir plein de centrales nucléaires, plein d'électricité et tout. Donc c'est un gros foutage de gueule parce que l'Iran, c'est un pays qui a énormément de gaz, énormément de pétrole. Ils font le simple fait d'avoir toutes ces ressources, ils n'ont pas besoin de centrales nucléaires civiles, c'est pas possible. Et même s'ils peuvent pas s'en servir de leurs ressources eux-mêmes, le simple fait de les vendre à l'étranger, ils peuvent se faire de l'argent et donc du coup ils n'ont pas du tout besoin de ça. Donc ça c'était quand même de la flûte qu'on nous racontait depuis pas mal de temps. J'ai trouvé ça quand même assez dangereux de la part par exemple de Marine Le Pen il y a des années et de Jean-Marie Le Pen lorsqu'il était encore en vie, de dire non, écoutez, Israël a la bombe, donc je pense que l'Iran devrait de manière équitable aussi avoir accès à la bombe. Donc les gens qui prennent ce genre de risque, pour moi, sont des irresponsables et des fous, tout simplement. C'est trop dangereux, on ne peut pas, c'est pas possible. L'Iran ou n'importe quel pays d'ailleurs, on ne peut pas. Ouais, mais je vais te donner un contre-argument, Bobby, du point de vue iranien. Un pays qui dispose de la bombe nucléaire, c'est un pays qui a l'arme de dissuasion ultime. Un pays qui a la bombe nucléaire, on vient pas le faire chier. Et si tu veux un exemple, et tu l'as pas cité dans les pays détenteurs de l'arme nucléaire, mais prends la Corée du Nord, qui est un régime complètement de notre temps et qui n'aurait plus de raison d'exister. Il aurait pu être nettoyé depuis bien longtemps, mais le simple fait qu'ils aient la bombe nucléaire fait qu'on les laisse tranquilles, on leur laisse faire leur petite tambouille interne sans venir trop mettre le nez à l'intérieur. Alors que la Corée du Sud est un allié des États-Unis, le Japon aussi. Enfin, il y a des pays dans la zone des alliés puissants des États-Unis qui auraient tout intérêt à voir le régime de Corée du Nord tomber, mais la bombe nucléaire fait office de protection ultime. Et je pense que l'Iran cherche la même chose. Si l'Iran, à l'heure actuelle, avait disposé de cette arme nucléaire, jamais les États-Unis se seraient permis de venir frapper comme ça, au risque derrière de subir des représailles fortes. Donc c'est vraiment quelque chose de tendu. Il marche sur un fil, parce qu'effectivement, si on veut les arrêter, il faut les arrêter avant qu'ils disposent de l'arme. Une fois qu'ils l'ont, c'est trop tard. Je suis d'accord, les Iraniens ont un intérêt à avoir l'arme nucléaire pour l'Iran. Les Nord-Coréens ont un intérêt à avoir l'arme nucléaire pour la Corée du Nord. Par contre, l'humanité n'a aucun intérêt à avoir plus de pays se doter d'armes nucléaires. C'est déjà trop. Il y a la fameuse loi de Murphy, vous savez, en gros, dès que s'il y a une petite proba pour qu'un truc horrible arrive, le truc horrible va arriver. C'est simple. Alors, j'ai résumé beaucoup de lois, on va dire, mathématiques, etc., philosophiques, ce que vous voulez, en 2-3 mots, mais vous avez les grandes lignes, quoi. Et donc, il suffit qu'un seul pays dérape une fois, ça a d'ailleurs failli être le cas lors de la confrontation URSS contre l'USA, et l'humanité peut disparaître. Donc, c'est pas un jeu, voilà, c'est attention quand même. Et j'ai envie de rajouter un autre point sur ce conflit, c'est la réponse de l'Iran, qui a été quelque peu inattendue, puisque maintenant, avec la destruction de leur système lanceur de missiles et lanceurs de drones, leur riposte a quand même faibli, mais disons que leur stratégie dans les 4-5 premiers jours, au lieu d'inonder un seul territoire, par exemple Israël, de milliers et de milliers de projectiles, ils ont décidé de cibler toutes les bases américaines de la région, donc des bases qui se situent dans les pays du Golfe, au Qatar, à Dubaï, en Arabie Saoudite. Et instinctivement, ça pouvait paraître assez bizarre comme stratégie, mais finalement, ça révèle quelque chose d'assez intéressant, qui est que les États-Unis n'ont pas assez de munitions défensives, d'intercepteurs balistiques contre les missiles et contre les drones, pour vraiment rendre imperméables tous les espaces aériens de la zone.
Et ils sont arrivés quasiment à saturation. Les stocks étaient excessivement réduits à la fin des 4-5 jours de bombardement intensif de l'Iran. Et les États-Unis étaient à deux doigts de devoir retirer leur protection de tous ces pays du Golfe. Donc finalement, la leçon un peu de cette attaque iranienne, on verra sur le long terme si c'est productif ou contre-productif, mais c'est d'un peu avertir tous ces pays arabes du Golfe, leur dire attention, les États-Unis sont pas chez vous pour vous protéger, ils sont chez vous pour pouvoir utiliser votre territoire parce que ça leur donne un intérêt stratégique dans la défense d'Israël, mais le seul pays qui vraiment est digne de leur protection, à leurs yeux, c'est Israël. Donc cette riposte iranienne est assez intéressante de ce point de vue-là, à mon sens. Voilà pour les réponses diverses et variées sur la question de cette guerre Iran contre le reste du monde. Je vais passer une petite question d'un auditeur sur Instagram qui nous demande en fait qu'est-ce qu'on en pense de l'importance ou pas des élections municipales, leur histoire, etc., histoire et évolution de la gestion d'une communauté. Donc c'est une question, on va dire, générale sur les élections municipales et sur le local. Et j'en profite d'ailleurs pour introduire notre camarade chroniqueur Haddock, qui vient de nous rejoindre, qui, je suis sûr, va nous faire le plaisir de donner son avis sur les élections municipales et la gestion d'une communauté en local. Bonsoir Haddock. Bonsoir à tout le monde. Alors j'avais une super intro là à propos de la loi de Murphy, c'est-à-dire que j'arrivais vraiment au bon moment. Mais pour ce qui est des municipales, on s'est rendu compte avec mon épouse que on n'était pas inscrit en fait sur les listes et que c'est pas forcément très très adroit de notre part vu qu'on vient d'emménager en fait dans un nouveau village. Est-ce que ça veut dire qu'il faut refaire sa carte d'électeur? Enfin, je sais pas trop bien comment ça marche tous ces saucisses là, mais Je sais pas, moi j'ai abandonné il y a quelques années déjà. non, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que ma carte d'électeur doit être périmée. Enfin, non, en fait, on essaie de voter par notre façon d'être, en fait. Et tant pis pour les municipales si on a un mahométan. On fera avec, on fera sans. Mais non, effectivement, on s'intéresse de loin. En plus, je crois qu'il y a qu'une seule liste chez nous. Alors de base, si jamais t'as pas ta carte d'électeur, mais t'as juste une pièce d'identité valide, mais d'ailleurs une pièce d'identité périmée, c'est ok, ils peuvent pas t'en refuser le vote. Par contre, si t'es pas inscrit, je pense que là, il t'en va balader. Bon, ça me permettra au moins de rencontrer les personnes boomers, qui s'intéressent à la les question. boomers qui vont voter. Exactement. Après, la question est assez large parce qu'on pense à la période contemporaine où les élections, ça arrive un peu avec la création de communes, surtout celles municipales et donc la Révolution française, tous les combats qu'il y a eu au 19e siècle en ce sens. Bon, on peut penser à l'électoralisme qui est un peu le côté fétichiste des démocraties. Mais cela dit, même dans l'ancien temps, compris dans un cadre, sans doute, peut-être plus le corporatisme, où il y a quand même une légitimité politique qui se sécrète, qui se décrète. Ça existait un petit peu dans les monarchies, puisqu'on a celle héréditaire française, mais le Saint-Empire romain germanique était une monarchie élective, donc il y avait aussi des élections à sa façon. Bon, c'est sûr que à l'époque, on dit les bourgeois, les milices bourgeoises y participaient aussi, donc c'était quand même une certaine élite sociale et politique qui pouvait un peu guider le ton, ou l'aristocratie, l'entourage du roi. Voilà, on a l'exemple même Grèce antique où Sparte est plus dictatoriale ou militaire, et tandis que Athènes est plus intellectuelle et démocratique à sa façon, démocratique qui, cela dit, comprend les hommes majeurs et non les femmes qui n'ont pas le droit de vote, ni les métèques, etc. Donc même, c'est quand même l'ancien temps. Donc de faire un bond entre Athènes et démocratie parisienne, bon, il y a quand même d'énormes différences quand même organiques entre les deux. Je pense que voilà, les amis ont peut-être quelques réflexions aussi à ce sujet. Je pense qu'Edmond a quelques billes notamment. Mais voilà ce que je pourrais dire un petit peu en brossant un peu le tableau, de dire qu'il y a une histoire et qu'avant, dans les champs corporatifs de travail, l'homme d'un métier de sa corporation votait, mais sur des sujets typiquement et purement professionnels et ce qui touchait à son quotidien direct, ce qui fait que c'était facile et qu'il le connaissait vraiment bien pour le coup. C'est pas on demande à Jean-Michel Dubistrot
trop de bien connaître la géopolitique. Ça c'est voilà. Aujourd'hui tout le monde le fait, mais en fait ça n'a aucune valeur. Et là, voilà, c'était vraiment s'exprimer sur ses propres métiers, en tout cas dans l'ancien cadre, quoi. Alors que depuis 2 siècles, c'est quand même hors cadre. Oui, il y aura des éléments de réponse quand on parlera de totalité et de subsidiarité. Et puis, je rejoins Rex sur la question des élections. Si c'est à une certaine échelle, avec un certain collège, c'est pas à exclure, même si on est en réaction par rapport à la logique électorale d'aujourd'hui. Qui, à l'échelle d'une petite commune, même si le maire a de moins en moins de pouvoir, même si tout ce qu'on veut, c'est quand même pas mal d'arriver à prendre du pouvoir ou de responsabilité là où on le peut, ne serait-ce que pour l'intégrer dans un plan plus large. Beaucoup de choses qui peuvent se faire par capillarité. Et la politique, c'est un exercice, même quand c'est à des petites échelles communales, c'est bien d'essayer de se mettre là-dedans si on a l'énergie pour le faire. Il y a d'autres engagements, d'autres œuvres. Il y a le devoir d'État, le devoir familial qui doivent pas en pâtir. Mais c'est pas à mépriser ces élections municipales. C'est un sujet, je pense, très ouvert. D'ailleurs, j'ai été un petit peu taclé par Parsifal. Enfin, c'est comme ça que je les prends, mais pas du tout mal, hein. Il y a eu des entretiens écrits pour Serviam avec Augustin, et donc nous sommes tous deux passés avec d'autres, hein. Il y a déjà Théobald aussi. Mais là où moi j'avais dit bon, je suis pas dogmatique sur la question, je veux bien qu'on participe à des élections en ayant la conscience que depuis 1945 c'est quand même assez verrouillé, ça c'est certain, et qu'il faut pas en faire une espèce de religion démocratique, voilà. Mais bon, on va dire comme tactique politique, je dis éventuellement pourquoi pas, parce qu'on ne sait pas quoi demain sera fait. Cela dit, je comprends tout à fait l'argumentaire nationaliste de vouloir être plus intransigeant sur la question, hein. Et plus hostile, on va dire. Maurras disait qu'il fallait utiliser tous les moyens, même légaux. Voilà. C'est comment s'appelle le communiste, il disait quoi lui, Lénine? Je crois qu'il y a un peu un équivalent d'ailleurs. Bon, alors après c'est la fin justifie les moyens, c'est pas bon. Perso, je vois ça comme pour le Covid en fait, c'est une histoire comme pour le vaccin, une histoire de bénéfices et de risques. Que ce soit pour voter, bon, voter pour les présidentielles, c'est simple, hein, ça prend 2 minutes et puis il n'y a pas même besoin de s'inscrire d'ailleurs. Voter pour les municipales, il faut s'inscrire, ça fait un peu plus chier, mais en fait voilà, tu mesures ce que tu vas investir si jamais tu veux te présenter par exemple au municipal, ce qui est une des rares élections où en fait on a des chances de se faire élire en tant que gros facho, parce qu'en fait juste les gens ils votent pour des gens qu'ils connaissent. Voilà. Donc gros facho ou pas gros facho, je le connais, il est sympa, il est bien, et voilà, on vote pour lui. Ça peut être une porte d'entrée. Voilà, vous faites une liste comme ça, ok, combien ça va me coûter en termes de temps et d'énergie, et puis après vous faites l'autre liste, et combien ça peut me rapporter, on va dire, pour le bien commun, tout simplement. Donc, en résultat concret, ouais. Voilà, donc si à la fin il y a une bonne équation et que ça donne un bon résultat, écoutez, allez-y. Moi, personnellement, dans mon optique, dans ma configuration, ça donne rien du tout, donc je prends des distances. Et bon, qui me charrie sur le chat, il me dit attention, Bobby il va parler des extraterrestres. Non, là pour le coup, j'ai pas j'ai pas d'inspiration. Oui, Ouais, c'est excuse-moi, j'en place une vite fait. Comme un peu le vote RN, quoi, de souvent, et notamment à l'échelle un peu moins locale que la commune, il y a quand même pas mal de candidats qu'on met en avant, du pro-avortement, LGBT ou de machin, c'est un peu dur. On va dire que le programme n'est pas très catholique. Ça, c'est clair que l'échelon local est peut-être un peu plus intéressant, plus distancié et proche en même temps. Donc bon, mais oui, on va en parler avec la subsidiarité, comme disait Edmond. Et j'allais juste dire qu'on a bien noté aussi les autres tours de questions, parce qu'on n'aura pas le temps de tout traiter dans une émission à chaque fois. Mais on a vu Corentin sur les films cosmopolites, Andalous sur la subsidiarité, ça on va pouvoir lui répondre après. Waps aussi, voilà, il y a 3-4 questions qu'on a notées de côté et il faudra les traiter plus tard. Oui, sur les élections municipales, je rajouterais que l'enjeu est quand même très différent entre des élections nationales et des élections locales. Effectivement, quand on choisit, alors peu importe que le choix soit orienté forcé, que UMP égale PS et tous les poncifs que vous voudrez, peu importe si au niveau national
le choix s'avère souvent être un non-choix, mais toujours est-il que quand on vote pour une liste au niveau national, c'est une impulsion qu'on veut donner, une orientation qu'on veut donner à la politique du pays et donc à la nation dans son ensemble. Vous parliez d'avortement, c'est typiquement une question qui a son niveau d'application au pays entier. Maintenant, quand on vote dans un petit village de 300, 500, 800 habitants, les préoccupations vont être différentes. Les préoccupations, ça va être est-ce qu'on installe un rond-point pour remplacer le carrefour dangereux du bas de la côte, et est-ce qu'on change les rideaux de la salle des fêtes. Donc le mauvais choix sur une élection municipale sera peut-être moins péjorant pour l'individu, en tout cas moins péjorant pour le pays, ça c'est évident. Mais dans le sens inverse, on peut trouver sur du local, moi ça m'est arrivé dans le passé de voter pour des listes socialistes sur des élections municipales parce que le candidat socialiste était quelqu'un du coin qui travaillait très bien et qui faisait de bonnes choses à l'intérieur de la commune. Et voter pour quelqu'un qui se prend sur l'étiquette Parti socialiste, c'est pas trahir les idéaux de la droite nationale ni présumer ou souhaiter une victoire des socialistes au niveau national, évidemment. Donc je dirais, même si, comme tu l'as rappelé, Rex, je suis contre le principe de participation aux élections au niveau national, je vois pas de gros risques à participer dans la vie de sa commune. Et plus la commune est petite, plus, comme tu le disais, Bobby, on a de chances nous-mêmes de pouvoir participer, d'être acteurs et moteurs pour instaurer petit à petit nos idées dans un cadre plus circonscrit, pardon. La blague était involontaire. Voilà, messieurs, pour le petit tour de table concernant cette question aux élections municipales. Donc, comme l'a rappelé Rex, on aura l'occasion de traiter d'autres questions qui nous ont été posées plus tard. Donc, elles sont pas perdues, on les a notées. On les a tellement bien notées qu'en fait, on a décidé de les traiter de manière plus pointilleuse, de consacrer plus de temps par rapport à ces questions-là. Donc, n'hésitez pas à en poser d'autres sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Et je vais laisser la parole à Edmond, qui nous avait déjà parlé un peu la dernière fois, ou la fois d'avant d'ailleurs, plutôt, du principe de totalité, de philosophie, et sujet extrêmement vaste. Et du coup, je pense qu'on voulait reprendre sur une seconde partie. Il y aura peut-être même d'ailleurs une troisième partie, on ne sait pas. Edmond, la parole est à toi. Merci Bobby. Eh ben, je reprends à peu près où on s'était arrêté la dernière fois. Question d'être bref. Et interrompez-moi au fur et à mesure si vous avez des questions. Je vous ai dit à peu près de quoi je voulais parler, donc vous avez en tête vaguement les éléments. Dans la partie 1, on a défini le principe de totalité. Les parties imparfaites et pas capables de poursuivre seules leur fin trouvent leur perfection en s'ordonnant dans un tout parfait. Ces parties, elles appartiennent entièrement au tout, qui est plus que la somme de ces parties, puisqu'il y a en plus une organisation structurante. Et on a vu aussi que sur le plan naturel, ce principe s'applique à la relation entre l'homme et la société politique. On peut appeler aussi cité, encore État, dans un certain sens du terme. Et l'État, la cité, sont gouvernés par un ou des chefs qu'on peut appeler le prince. L'application de ce principe, l'homme, il entre en conformité avec son essence et sa nature en prenant place dans une société politique qui recherche le bien commun. Donc, si tout ça, ça vous paraît obscur, je vous renvoie à l'émission du 23 février où on était rentré dans le détail. Dans la suite et la fin de cette chronique, on va expliquer pourquoi on passe de saint Thomas d'Aquin qui a une stricte primauté du politique. Et il nous dit en substance, l'homme et la famille, ils appartiennent à la société politique comme la partie au tout. Et ensuite, on passe à Pie XI, qui dans l'encyclique Divini Redemptoris nous dit la société est pour l'homme, ce qui semble être l'inverse exact. Alors, il sera question des remises en cause du principe et des États totalitaires du XXe siècle. Donc, premièrement, je vais répondre à la question posée par Andalous sur Odyssée, qui nous demande « Distinguez-vous une subsidiarité par le haut, une délégation d'autorité par l'État, et une subsidiarité par le bas, un fédéralisme ?» Alors, la subsidiarité, c'est le fait qu'une décision elle soit prise par un échelon hiérarchique inférieur, parce qu'il est capable d'agir par lui-même, sans intervention de l'échelon supérieur. Les échelons inférieurs, c'est les corps intermédiaires ou subsidiaires,
Ils peuvent avoir été créés de manière empirique, sans intervention du prince, voire exister avant l'État, mais ils peuvent aussi avoir été créés par l'État. La question n'est pas là. La vraie distinction, elle tient à savoir à qui on accorde la primauté, soit au tout politique, étatique, et à son chef, le prince, soit au parti de niveau inférieur, que j'appelle corps, enfin qu'on appelle corps intermédiaire et qu'on peut appeler corps subsidiaire. Alors, la première version, c'est donc celle où, entre guillemets, on part de la base. Là, c'est les communes, les provinces, les corporations, d'autres corps intermédiaires qui laissent à l'échelon supérieur les éléments dont ils ne peuvent pas s'occuper seuls. Il y a certains commentateurs de philosophie qui vous disent qu'il faut procéder par induction. On constate que l'homme est dépendant, donc il a besoin d'une famille. On constate que la famille suffit pas, donc il faut une communauté plus large, qui ont besoin d'une coordination supérieure, donc on a besoin de la cité. Dans cette conception, on considère que les parties ont un droit. C'est très moderne comme idée. Elles ont un droit à intervenir à leur niveau, un droit à l'autonomie face à l'échelon supérieur. Et la cité, elle est alors que la servante des parties. On reconnaît l'existence d'un bien commun, mais uniquement égoïstement, parce qu'il est notre meilleur bien particulier. Et donc, indirectement, on le bride. On ne recherche pas le bien commun pour lui-même dans sa plénitude, parce qu'il est plus divin et plus en adéquation avec notre essence. Alors, comme on l'a vu la dernière fois, dans cette conception fédéraliste, on confond ordre chronologique et ordre ontologique. Certes, les parties, elles peuvent exister avant le tout, c'est des substances moins accidentelles que la cité, mais elles existent dans le but de constituer la cité, qui est l'échelon de la société parfaite en s'ordonnant en elle. On inverse ordre chronologique et ordre ontologique. On avait parlé la dernière fois. Si c'est obscur, je vous renvoie il y a 2 semaines. On mettra les liens d'ailleurs dans la description de la vidéo. Hein. C'est une conception qui est aussi beaucoup appréciée dans le milieu tradit parce qu'on est nostalgique souvent de l'ancien régime. On considère comme un idéal perdu. Et justement, l'ancien régime, il était très peu totalitaire, avec des corps intermédiaires très autonomes qui faisaient souvent des contre-pouvoirs au pouvoir royal. Ouais, il y a les 2 angles, en fait. Tu as parlé d'induction et donc dans l'autre sens, c'est la déduction. Et il y a aussi avec d'autres termes, on peut exprimer ces réalités où l'intégralisme, on part plutôt du haut en bas. Genre le tout en haut, ça va même être Dieu, mais ensuite un État-nation, une société parmi d'autres sociétés. Et si on parle par contre organiquement, c'est plutôt par le bas, de bas en haut. Et ça veut pas dire que l'un des deux est faux, mais on prend la réalité à partir d'un autre endroit, en fait, d'un autre point de vue. Et donc si on regarde la vision plus organique, c'est l'individu et sa vie directe, donc sa famille, son travail. Tandis que intégraliste, vous allez plutôt regarder dans l'autre sens les échelons, mais bon, vous en traitez avec moins de proximité, ça veut pas dire que c'est faux et au contraire, on cible plus haut, quoi. Là où toi, tu as pointé un peu du doigt, bon, les tradis avec le côté peut-être le familiarisme aussi. Genre l'État français est tellement laïque, c'est perdu, on se reclue un petit peu dans son propre microcosme, ses familles et ses chapelles, et on va pas voir ailleurs. Et ce qui peut être un défaut, voilà, relatif. Hein. Après, il y a ceux qui ont la charité apostolique et tout ça, donc c'est pas tout le monde. Et là où je pense que tu vas faire une prochaine distinction que Bruce doit connaître aussi, c'est un peu l'apport des années 30 donc sur ces sujets-là, entre une défense de l'ancien régime, mais en même temps rénové 2.0, qui s'actualise et qui donc a, au-delà du corporatisme, un principe de totalité qui s'exprime plus, quoi. Alors, je suis d'accord avec toi, il y a 2 manières de voir les choses, soit par le bas, soit par le haut, mais il n'y a pas qu'une manière de voir les choses, parce qu'il y a des doctrines corporatistes très différentes qui ont émergé justement dans les années 30 avec différentes expériences, les courants nationalistes qui ont voulu remettre au goût du jour leur corporatisme, des systèmes qui ont été mis en place, soit avec une prédominance de l'État sur ces corporations, c'est ce qu'on a vu avec Salazar ou avec Mussolini, soit où on a voulu laisser les gens s'organiser avec un État qui était plutôt là comme arbitre lointain, avec par exemple Pétain ou Franco. Donc c'est pas qu'une manière de voir les choses que je mets en avant, c'est vraiment une conception différente de système, où dans un cas, on a des corporations qui échappent quasiment à l'État, et d'autres où les corporations, dans leur plus haut niveau, elles se confondent même avec l'administration, ce qui correspond à la deuxième conception de la subsidiarité, qui est beaucoup plus restrictive. Si ça vous va, je vous propose de vous expliquer
succinctement cette deuxième conception. Alors, moi, ça me va juste faire un. Dis-moi si je me trompe dans le très très, on va dire, bancal résumé auquel je vais essayer de me livrer. On va dire Saint Thomas d'Aquin met l'accent sur la société dans son ensemble, les devoirs et puis on va dire le haut de la pyramide. Et Pie XI aurait essayé de reprendre le même thème, on va dire sous un autre angle. En fait, on parlerait plus de droit. Et donc, en fait, il y aurait une sorte de. Donc, Pie XI, c'est le pape avant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Il est mort juste un peu là, avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Il aurait mis, en fait, il aurait de manière involontaire ouvert une petite brèche pré-moderniste sur cette histoire de droit. Et en fait, ça expliquerait finalement pourquoi, c'est un avis personnel, hein, pourquoi en fait le moderniste a pu quelque part plus tard s'engouffrer dans la brèche. Et donc, finalement, maintenant, les modernistes, ils parlent que de ça, les droits de l'homme, etc. Donc là, c'est beaucoup plus, en termes d'ampleur, c'est beaucoup plus explosif. Est-ce que c'est un résumé qui est trop téméraire ou qu'est-ce que tu en penses? Non, ça c'est un peu téméraire. Mais effectivement, on a un glissement du champ sémantique avec Pie XI. On le verra peut-être plutôt dans les parties après, si ça te dérange pas, qu'on y revienne. Vas-y. Comme ça, je finis de répondre à Andalous. Mais on y revient. Et effectivement, ce que tu dis a du sens. Dans la deuxième conception de la subsidiarité, on est beaucoup plus restrictif. Les corps intermédiaires, c'est des parties de la société. Donc, le tout se différencie en interne en plusieurs parties spécialisées. Un peu comme analogiquement, vous avez des organes dans le corps humain. Chaque organe, c'est votre corps, mais ils ont chacun une spécialité. Et ici, le principe de subsidiarité, il évoque simplement le fait que ces organes, ils prennent des décisions et donnent des avis, les avis dont ils sont chargés en fonction de leur expertise, attribution et moyens. Et non pas un droit à agir, mais une fonction à agir à leur niveau avec une certaine autonomie. En effet, il n'y a aucune utilité que tout soit décidé en haut de la chaîne de commandement par le prince. J'ai vu une étude il y a peu où on voit que les salariés français seraient plus efficaces que les salariés japonais. Alors c'est surprenant. Ça s'explique en partie parce que la culture du travail au Japon, elle pousse à beaucoup attendre de validation des échelons supérieurs. En France, on agirait plus sans des directives hiérarchiques. Donc il est naturel de confier à ces organes des choses qu'ils peuvent gérer à leur niveau. En retour, ces organes, ils s'ordonnent à la cité et obéissent au prince. Pourquoi? Parce que le prince, il est garant du bien commun. C'est lui qui s'assure que les corps intermédiaires ne poursuivent pas des intérêts catégoriels. Puis c'est lui qui est seul à avoir la vision globale de la conduite de l'État. Il y a des choses qui peuvent échapper à un opérateur à un plus bas niveau. Par exemple, dans une opération militaire, l'opérateur des forces spéciales, il est plus à même de remplir tactiquement sa mission, mais il peut être bridé dans ses objectifs par le commandement pour des raisons stratégiques. Donc il faut qu'il y ait un commandement au niveau politique et une soumission de la partie au tout. Donc on recherche le bien commun dans cette conception pour lui-même, et pas simplement égoïstement comme meilleur des biens particuliers. Donc cette deuxième conception est plus efficace, plus vertueuse, plus en adéquation avec l'essence humaine, et donc elle rapproche plus de Dieu sur le plan naturel, puisque les essences sont des idées divines. Donc voilà, pour conclure et répondre finalement à Andalouse, dans la première conception, le corps subsidiaire, il échappe à la société politique, il devient un contre-pouvoir en puissance. Dans la deuxième conception, le corps subsidiaire est totalement la société, mais pas toute la société. Effectivement, on peut considérer les choses soit du bas, soit du haut. Il existe quand même deux doctrines différentes, dont une seule fait primer le bien commun. Alors, dans ces parties-là, on va plus parler de Pie XI, et d'abord du fascisme italien, avec l'encyclique Non abbiamo bisogno. C'est une critique qui est adressée au régime de Mussolini, et on nous dit qu'elle aurait condamné son aspect totalitaire. Pie XI, il y critique les lois fascistes qui voulaient encadrer ou contrôler les organisations catholiques, donc des organisations de jeunes, des syndicats, des associations paroissiales. L'aspect totalitaire du fascisme, il est donc uniquement critiqué pour son empiètement sur le domaine religieux, pas dans son application du politique, pas dans son application politique du principe de totalité. Donc là, pour faire extrêmement court, mais un peu particulier, il y a deux fins. Il y a une fin naturelle,
Et si vous demandez à un catholique quelle est la fin de l'homme, il va vous dire, c'est c'est de gagner son salut. Sauf que le salut, il faut la grâce pour le voir, et la grâce, elle n'est pas dans la nature. Donc, c'est une fin surnaturelle. L'homme a donc deux fins. Il y en a une seule qui est ultime, c'est la fin surnaturelle. Donc, ça implique que le politique, même s'il est souverain dans son domaine, il ne doit pas empiéter sur le domaine religieux de l'Église. D'où la critique de l'encyclique. Même si dans les faits, la frontière entre les deux domaines, religieux et politique, a toujours été un sujet de tension entre l'Église et les pouvoirs temporels. On peut penser à Boniface VIII et Philippe le Bel. Maintenant qu'on a ces éléments... Le conflit du sacerdoce et de l'Empire aussi, donc ça c'est ce qui concerne le Saint-Empire romain germanique. Et puis il y a quand même des passerelles en fait où, même dans Non Abbiamo Bisogno, il y a une reconnaissance du régime et ensuite la critique que tu as formulée. Et quand tu prends certaines encycliques typiquement assez sociales de Pie XI, donc t'as Quadragesimo Anno qui est sorti en 31, c'est la grande encyclique sociale en fait, c'est les 40 ans de Rerum Novarum, l'ordre social chrétien, la propriété, le corporatisme et en fait dedans rejet du libéralisme et du socialisme rouge quoi. Donc en fait il y a dedans des arguments proches de la réaction mussolinienne, on va dire. Oui, je l'évoquerai en vitesse aussi, cette encyclique après. Je vous propose de continuer sur Divini Redemptoris, encyclique de Pie XI qui condamne le communisme, dans laquelle Pie XI nous dit « la société est faite pour l'homme ». Alors que depuis le début, je vous dis que saint Thomas d'Aquin, il nous dit que la partie est pour le tout, pas l'inverse. On a énoncé que le salut, c'est la fin ultime, c'est toujours vrai, mais la grâce nécessaire au salut, elle ne peut être communiquée que s'il existe une nature humaine qui soit capable de la recevoir. Et c'est donc la poursuite de la fin naturelle de l'homme, grâce à la cité, qui prépare, ordonne, dispose l'homme à recevoir la grâce, et ainsi atteindre sa fin naturelle. En ce sens, la société politique, elle est pour l'homme puisqu'elle lui sert dans l'obtention de son salut. C'est de cette manière que le comprennent plusieurs commentateurs, comme le Père Lachance, dans l'humanisme politique, Charles de Conin, qui est même Jean Madiran, avec certaines nuances. Alors, pour rejoindre Bobby tout à l'heure, le propos de Pie XI, il est ambigu. Et il ne remet pas en cause la primauté du bien commun. Il considère simplement les choses du point de vue du salut. Et on comprend en revanche que cette phrase, elle ouvre la voie à des interprétations qui sont réellement erronées. Et pour te répondre, Bobby, globalement, avec Pie XI, on voit une évolution du vocabulaire employé par rapport aux déclarations des siècles précédents. On a moins d'occurrences de société civile, de bien commun, plus d'occurrences de homme, individu, personne humaine, dignité de la personne humaine. Alors ça s'explique dans le contexte des idées influentes du XXe siècle qui poussent à ce personnalisme et à la réaction au totalitarisme dont je vais parler juste après. Oui, alors je voit se former parce que le modernisme, il n'est pas arrivé comme ça. 2 février à 14h20, tac, un petit peu de modernisme. Non, c'est un long processus. Donc, pour répondre un peu aux tradis qui veulent absolument revenir avant Vatican II, je leur dis quand même, faites attention, messieurs, parce que si vous voulez revenir juste avant Vatican II, à la fin, au bout du processus, vous allez avoir Vatican II. Cette fois-ci, c'est attaqué aux causes de Vatican II. Donc, il y avait déjà du pré-modernisme avant le modernisme, bien évidemment. Et il y avait déjà des idées des Lumières qui étaient en place. Et en fait, c'est magnifique l'Église, hein, mais l'Église elle est aussi composée d'hommes qui font des fautes, qui ont des faiblesses, qui se font influencer, qui ont des biais. Donc ces gens-là font partie aussi de la société et ils ont été au courant des idées des Lumières. Et donc toute cette histoire de sémantique et de champ lexical des droits de l'homme, etc. C'est pas venu par hasard et surtout ils ont été imbibés de ça. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il y aurait une barrière de protection. On va dire, on peut tout expliquer par la grâce si vous voulez. Je veux dire, il y a aussi des hommes de réels, vivants, qui existent et qui font quand même tourner la boutique, quoi. Donc on peut pas quand même se dire, ok, le péché, il atteint tout le monde. Par contre, il toque à la porte de la chapelle et quand personne lui ouvre la porte, il reste bien dehors, tranquille, et puis tout va bien. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a l'Église militante et puis la constitution divine de l'Église qui fait qu'elle a une certaine essence qui doit durer jusqu'à la fin des temps. Donc, dans l'aspect militant composé de clercs qui ont donc un comportement humain un peu comme tout le monde, même s'ils sont bien plus portés à devoir vivre sous la grâce. Et puis donc dans l'époque Pie XI, évidemment, la grosse différence c'est qu'il n'y avait pas quelqu'un qui se prétendait pape en étant moderniste.
mais l'entourage commençait à l'être franchement. C'est pour ça que même Pie XII, sur l'idée de convoquer un concile, il y était franchement réticent, notamment parce que normalement on invoque une raison pour le faire et en général c'est plutôt condamner une hérésie ou quelque chose comme ça. Donc lui est réticent, Jean XXIII arrive et lui il va au contraire très vite pour le faire, et la raison d'ailleurs invoquée est pas très précise, elle est pas traditionnelle, et c'est plus l'esprit du monde est tel et on accompagne un petit peu. Alors du temps de Pie XII, on peut remarquer des choses, c'est par exemple l'allègement du carême. Il y a le carême du droit canon de 1917, c'est assez radical. Et dans les années 40, Pie XII, il allège le carême, il le rend un peu plus facile, notamment pour cause de guerre, mais il ne revient pas dessus après-guerre. Et c'est notamment parce que ces choses-là sont disciplinaires et relèvent de la rigueur, ce qui fait que ça peut changer dans le temps, et ça se colle bien aussi à la foi et à la pratique des fidèles. Vu que dans les années 50, les gens ont relâché du lest, je pense qu'ils n'auraient pas pu de toute façon remettre un carême normal, radical ou comme vous voulez. Mais bon, normalement, on devrait plutôt se tenir à cette période de carême, vu que c'est un peu quand même le dernier moment d'une autorité plus sûre, et qu'en plus, c'est déjà allégé, c'est moins difficile. Mais c'est certain que on a déjà que le modernisme n'est pas arrivé du jour au lendemain avec Vatican II, et qu'on voit que cette pente qu'a créé le personnalisme sur un fond de surnaturalisme a pu y mener. Et d'ailleurs, la question du rapport entre la nature et la grâce n'a toujours pas été tranchée par l'Église. Il y a encore des questions qui sont laissées vacantes. Et on voit que le principe de totalité, il est aussi connecté à cette question du rapport entre nature et grâce. Ce qu'on peut dire sur nature et grâce, c'est que on sait que la grâce ne détruit pas la nature, mais la perfectionne. C'est donc un déséquilibre profond de vouloir poursuivre son salut en s'ordonnant moins bien à sa fin naturelle et politique. La primauté du bien commun, elle doit de ce fait être préservée, pas contre la fin surnaturelle, mais pour elle. Alors, il y a un autre point qui sert à mettre en question cette primauté du bien commun. C'est une distinction thomiste dont j'ai pas encore parlé, entre tout de nature et tout d'ordre. Alors, un tout de nature, c'est un être qui existe par soi-même. Ces parties, elles sont pas simplement assemblées, elles sont intrinsèquement attachées au tout. C'est par exemple un être vivant. Un être vivant, c'est pas une construction en Lego, c'est quelque chose qui est de fait une substance, un tout de nature. Puis vous avez les tout d'ordre, tout accidentel. C'est un ensemble dont l'unité résulte d'une organisation externe et pas d'une essence unique. Par exemple, un État, une armée, une société artificielle. La grosse différence, c'est que dans un tout d'ordre, les parties, elles peuvent avoir des opérations propres. Un soldat indiscipliné, il peut transgresser les ordres et mal se comporter en temps de guerre. Mais dans un tout de nature, c'est pas le cas. Une main, elle n'a pas d'opération propre. Je peux pas mettre une tarte à mon voisin et dire c'est pas moi, c'est ma main. Jean Madiran, dans le livre Principe de totalité, il essaye d'utiliser cette distinction thomiste pour tempérer l'application stricte du principe de totalité par rapport homme-cité. Pour lui, la cité, comme c'est un tout d'ordre, la subordination de l'homme, elle peut être que analogique et proportionnée et pas ontologique au sens fort. On voit en revanche que c'est bancal parce que même si un homme il a des opérations propres, sa fin, elle reste pleinement politique. Cela dit, c'est vrai, l'homme, il a une indépendance substantielle. Il n'a pas un organe du corps humain. Alors, je continue avec l'encyclique Quadragesimo Anno, dont tu parlais, Rex, qui a parlé du totalitarisme, et spécialement du capitalisme économique et du communisme. Elle leur reprochait de réduire l'homme à un simple instrument, d'écraser sa liberté, de nier les structures intermédiaires qui protègent la justice et le bien commun. À noter, Pie XI ici critique le totalitarisme, mais parce qu'il contrevient au bien commun. Alors, en fonction de la définition qu'on donne au totalitarisme, j'en vois trois types. D'abord, vous avez la démocratie ou l'esprit libéral qui considère que la partie, elle souffre d'être soumise à une totalité. Donc, on ne veut pas soumettre cette partie à la totalité. On déifie la personne humaine, ce qui mène à un égalitarisme, puisque chaque subjectivité, elle devient un absolu. Sauf que chacun de ces absolus, il rencontre une seule limite, la subjectivité des autres. C'est cette phrase horrible qu'on vous dit aujourd'hui, c'est la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres.
Et en sens, c'est un totalitarisme de tous sur tous. Parmi cet esprit démocrate libéral, le pire, c'est le capitalisme sauvage, où l'autre devient simplement une valeur spéculative, soit comme consommateur ou comme unité productive à exploiter. Autre totalitarisme, c'est le communisme. Le communisme, il admet le même postulat de départ que la démocratie libérale, c'est-à-dire que la partie elle souffre de la soumission à une totalité. Sauf que le communisme, il va au-delà, il dit, tant pis, on va brutaliser cette partie. Donc on a un autre égalitarisme qui, lui, se fait par l'écrasement de la partie par le collectif. Ensuite, vous avez une bonne application du principe de totalité que, oui, on peut appeler totalitarisme dans un certain sens. Là, les parties, elles trouvent leur bonheur dans le fait de s'ordonner à la société politique. Par corollaire, la cité, elle est avant tout forte de l'adhésion de ces partis, de leur ordonnancement. Donc il n'y a pas besoin de contrôle coercitif du pouvoir sur ces partis. On a une conception harmonieuse de la société politique. La présence policière, à terme, elle doit être très réduite dans un État totalitaire parce que chaque homme, c'est un citoyen responsable et libre du fait de son appartenance à la cité. Pour faire un peu de Hegel, l'homme c'est une individualité substantielle mais imparfaite. Il se dépasse en s'ordonnant au sein de la société politique. C'est dans cette ordination qu'elle retrouve son essence, qu'elle actualise ses facultés. Dans ce sens, un État, il se doit d'être totalitaire. Et cela n'a pas été remis en cause par les encycliques du XXe siècle. Je vais citer Mussolini, il nous dit « L'individu dans l'État fasciste n'est pas annulé, mais bien plutôt multiplié. » Il nous dit aussi « L'État fasciste organise la nation, mais il laisse cependant aux individus une marge suffisante. Il a limité les libertés inutiles ou nuisibles, mais il a conservé les libertés essentielles. » Évidemment, je ne me prononce pas sur le fait que Mussolini ait appliqué ça. C'est peut-être que des belles paroles. Peut-être que, en revanche, il est très condamnable pour ses actes. C'est pas mon propos. Je voudrais faire une petite précision. En écoutant ce que tu viens de dire, Edmond, j'en viens à la conclusion, moi je le savais déjà un peu avant, que par exemple la République française, elle est vouée à s'effondrer sur le long terme. C'est pas possible. Que dans une société, si vous avez des gens déjà qui sont hostiles, on va dire à la cité, juste parce qu'ils ne veulent que leur intérêt propre. Donc, même les communistes sont d'accord avec ça. Et des gens, même si tu leur remets une société très bonne, les communistes ils ont ce concept de l'humain prolétariat, en fait, des gens qui ont des délinquants, des asociaux, etc., et qui de toute façon, de base, ne vont penser qu'à eux et vont semer du désordre juste parce que ça va servir leurs intérêts ou parce qu'ils sont instables. Mais pour la plupart des gens, on va dire normaux, qui sont pas dans cette catégorie-là, la République française, pourquoi elle est destinée à s'écrouler? C'est parce qu'en fait, les gens, de base, n'ont pas d'intérêt global à participer à la vie de la cité. Et donc, en tout cas, s'ils trouvent un intérêt particulier, bien sûr, ils le font. Mais personne ne va se dire, par exemple, en France, en 2026, bon, tiens, je vais éviter de tricher un peu sur mes impôts parce que j'aimerais bien quand même payer plus d'impôts parce que c'est intéressant quand même de participer au bien commun. Et puis comme ça, on pourrait construire des hôpitaux, des routes, etc. Qui dit ça? Les gens, ils disent tout l'inverse. Bien, il reste un moyen à la République pour s'en sortir, c'est de transformer les gens en golems. Il ne faut pas s'étonner de voir des gens autour de nous qui sont de plus en plus dépendants. Alors, économiquement, oui, mais intellectuellement encore plus. Dépendant, tu dis le mot. Moi, je parle des gens qui vont dire de manière, on va dire, naturelle, spontanée, qui ont envie de participer à la société. Si vous n'avez pas derrière, par exemple, une société, par exemple, catholique, qui va se dire, voilà, il y a un bien commun, et en fait, si vous servez le bien commun quelque part, vous servez la cause naturelle, vous savez aussi un peu la cause surnaturelle. Donc vous faites une bonne société, donc vous faites une bonne action. C'est quelque chose qui est pas entendable dans une société laïque, la République française. D'ailleurs, je dis société catholique en exemple, mais en fait, toute société qui présente un bien spirituel qui va au-delà de l'homme. Donc même une société, je sais pas, musulmane, n'importe quoi, les gens vont se dire, ok, c'est quand même pour servir un bien qui m'est supérieur, qui va transcender ma petite personne, donc je vais faire l'effort. Et dans la République laïque, vous voyez bien que les gens, ils font l'inverse de ce que je suis en train de décrire là. Ils sont toujours en train de se taper dans les pattes. Il y a des manifs, par exemple, dans les corporations, etc. C'est toujours, ouais, moi je suis prof, donc j'aime pas les flics. Moi je suis flic, donc j'aime pas les profs. Moi je suis MEDEF, donc je suis contre la CGT. Enfin bref, c'est toute une catégorie qui est toujours contre une autre catégorie. En fait, c'est toujours prendre dans la poche de Pierre pour la mettre dans
dans la poche de Jacques, ou inversement, enfin plutôt dans la poche de Molo. Généralement ça atterrit plutôt dans la poche de Molo, mais bon, ça c'est dans notre sujet. Vous voyez bien que ça se passe comme ça. Et moi je l'ai vécu par exemple quand j'ai discuté avec mon cher papa, que j'aime beaucoup, par exemple, quand il m'a annoncé, et j'étais pas surpris, que dans sa vie il avait à peu près voté pour tous les partis en fait. Maintenant il a un peu âgé, mon cher papa, mais en fait il y a beaucoup de gens qui font comme ça, parce que quand t'es étudiant, t'es dans la galère, donc puis ton entourage sociologique fait qu'en fait tu votes pour l'extrême gauche. Puis après, tu commences à avoir un petit peu de pognon, mais toujours un peu dans la galère parce que c'est ton premier boulot. Donc en fait, tu as besoin de l'État, papa, donc tu as besoin de voter socialiste. Et puis après, tu commences à en avoir marre de l'immigration parce que tu es installé, etc. Donc immigration, donc délinquance, donc tu votes extrême droite. Et puis après, tu es retraité, donc finalement tu votes pour ce que c'était le RPR, par exemple, etc. Donc en fait, le type, il a fait tous les partis politiques selon ses intérêts propres à chaque fois. Parce que l'intérêt du bien commun, en fait, c'est une conception qu'il atteignait même pas. Je crois qu'il n'y a pas de bien commun en fait dans la République. Enfin, arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais en tout cas, il y a c'est un peu comme la société des fourmis, si vous connaissez un peu les fourmis qui élèvent des pucerons en esclavage total, hein, juste pour ce qu'ils sont capables de produire, comme les vaches à lait, comme vous et moi. Mais jamais la fourmilière ne nous élèvera au rang d'ouvriers ou de soldats. On restera des pucerons. Et j'ai l'impression que la subsidiarité, ça marche quand même. Enfin, quand ça vient du haut vers le bas, du prince donc qui délègue, ça marche à la confiance. Et on voit bien qu'en fait il n'y a pas de bien commun, il n'y a pas de confiance. Donc dans ce sens-là, enfin je veux dire, moi j'ai pas du tout confiance en mon gouvernement. J'ai bien l'impression que c'est réciproque. C'est bien d'ailleurs pour ça qu'on se tape des énormes tartines de propagande quotidienne, voire même institutionnelle avec l'école. Mais bon, là, on déraille. Enfin, il y a encore beaucoup à dire, je veux dire. Ce cas, c'est que si vous retirez confiance et bien commun de l'équation, et vous avez la situation qu'on a aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais on a une grosse défiance envers ce qu'on appelle l'État aujourd'hui à cause de la situation actuelle, c'est certain. Je fais extrêmement vite sur le rapport famille et société. On a saint Thomas d'Aquin, je vous l'avais dit la dernière fois, qui dit que le bien d'une famille il est ordonné au bien de la cité, donc il y a une claire primauté de la cité sur la famille. Et en revanche, les choses changent, notamment avec Pie XI, qui dans Divini Ilius Magistri, l'encyclique, nous dit plus ou moins l'inverse, que la société a une priorité logique, qu'elle serait antérieure à l'État, donc elle aurait une priorité. Donc là, on peut le fait qu'elle soit antérieure à l'État, c'est peut-être vrai du point de vue de la substance, c'est très contestable du point de vue chronologique, et en tout cas c'est faux ontologiquement. Et Pie XI, il reconnaît quand même que la société elle est plus parfaite dans l'ordre d'agir et du point de vue du bien commun. Donc il reconnaît une prééminence de la société sur la famille, mais sous un certain rapport qui est difficile à cerner. Donc après Pie XI, vous avez des auteurs qui essayent de ménager le communisme classique et la doctrine sociale de l'Église, mais il y a clairement une tension. Et puis derrière ça, vous avez des penseurs, des chefs de file, des tradis, des leaders d'opinion tradis, que je ne veux pas citer parce qu'ils sont à la tête d'œuvres qui sont très respectables, et qui vous disent que selon Pie XI, la famille passe avant la société, ou encore on a le fameux slogan « Famille d'abord ». Tout ça pour dire que de saint Thomas d'Aquin aux figures tradies, en passant par Pie XI et les auteurs contre-révolutionnaires, on a une vraie dénaturation du principe. Alors, quelques éléments pour conclure. Je rappelle, la cité, c'est une société parfaite, naturelle. Elle est souveraine dans son domaine. Elle poursuit la fin naturelle de l'homme. Elle dispose à la fin surnaturelle. Ça fonde l'application du principe de totalité au rapport homme-cité. C'est ce qu'on peut appeler, du nom moderne, totalitarisme, compris dans un certain sens. Au XXe siècle, émerge la pensée personnaliste et ça crée une tension au sein même du corpus catholique. Cette tension, elle est renforcée par le spectacle des mauvais totalitarismes qui brusquent la nature humaine. On va parler de communisme, capitalisme sauvage. Et l'Église, elle est aussi passée par des conflits avec les démocraties libérales antichrétiennes. Et enfin, son penchant surnaturaliste a compliqué les rapports qu'elle pouvait avoir avec des nouveaux régimes, avec des nouvelles expériences, donc fascistes et nationalistes. C'est dans ce contexte que l'Église elle a produit une doctrine
qui concerne ce principe de totalité. Et malgré tout ça, l'Église, elle n'a jamais critiqué une bonne application du principe de totalité. Elle a seulement condamné les empiètements de l'État sur le domaine religieux et les formes de totalitarisme qui ont pour effet la réduction du bien de la partie. En revanche, on en a parlé, il y a des formulations, un vocabulaire emprunté qui ont créé une pente personnaliste qui induisait un affaiblissement du primat du bien commun et une certaine consécration de l'homme. Voilà, le tout sur un fond de surnaturalisme qui a poussé paradoxalement au modernisme. En France, le pseudo-État qu'on a, il est anti-catholique. Il brusque l'ordre naturel et il s'oppose à nous, peuple autochtone, et à l'équité sociale. Et alors, pour se maintenir, il ne peut pas compter sur l'assentiment de la population. Il doit se renforcer par des moyens de contrôle policiers en créant une dépendance des citoyens. Tout ça, ça mène évidemment à une énorme défiance de notre part envers le concept même d'État. Il ne faut pas confondre avec la République actuelle. Et voilà, j'ajoute encore la nostalgie de l'ancien régime qui est très répandue chez les tradis, où là, évidemment, c'était finalement l'ancien régime, il a une constitution très peu thomiste, mais plutôt augustinien. Et c'est même ça qui a causé en partie la Révolution française. C'est ce manque d'organicité et d'application des principes de totalité. Je finis pour refaire un lien avec l'action locale dont on parlait tout à l'heure. On parlait des élections municipales. Les circonstances, elles nous poussent plutôt à l'action locale parce que on n'a pas aujourd'hui les outils pour agir au niveau national. On peut dire que même en votant pour des partis majoritaires, on peut marquer des ruptures, mais c'est quand même très lointain. Et c'est pas parce que dans cette situation de crise, on est porté à une action locale qu'il faut perdre de vue le réel enjeu qui se joue à l'échelon politique. Et même chose pour les familles, effectivement. Les tradis, c'est vrai qu'ils font un focus sur les familles, trop, comme tu l'as précisé. Mais ça n'empêche pas que faut voir quand même la famille est un premier pas qui permettra aussi de franchir le pas final sur le changement de régime au niveau national que l'on souhaite, au niveau civilisationnel. Et il faut pas perdre de vue en fait les deux bouts. Voilà. On parle beaucoup des familles et des écoles, mais si demain la République veut fermer nos écoles, combien s'y opposeront? Quels moyens on aura pour s'y opposer? Attention, c'est pas parce qu'on vit dans une certaine parenthèse où on a nos chapelles et nos écoles que tout ne peut pas changer très brutalement. Mais on l'a vu pendant le Covid. Pendant le Covid, en l'espace de 3 jours, les messes étaient interdites, etc. Donc c'est passé très très rapidement et puis il y a eu assez peu de révolte finalement. Il ne restera qu'à déménager en Iran. Comment est-ce qu'ils font en Iran? Parce que pour la messe, est-ce que l'alcool est autorisé quand même? Pour le vin? Je sais pas. J'imagine qu'il y a des dérogations, parce que c'est quand même un pays musulman, mais il faut quand même servir la messe. Donc voilà, je sais pas si vous avez des infos là-dessus. Écoutez, messieurs, je pense qu'on a assez un peu débordé. On commence déjà à parler du pinard iranien et j'ai fait un petit peu de dérive sur l'extraterrestre. Bon, c'était une émission assez complète. Merci beaucoup, Edmond, d'avoir participé à cette émission par rapport à ta production philosophique. Je pense qu'on pourra mettre des documents en ligne. On pourra aussi je vous invite déjà à regarder les différents liens qu'on pourra mettre en description de la vidéo. Donc, comme ça, vous aurez l'occasion de potasser un peu. Et si vous avez des questions là-dessus, j'imagine qu'Edmond y répondra plus tard avec grand plaisir. Merci beaucoup, messieurs, de m'avoir accompagné pour cette émission. Je vous dis à dans une semaine et je laisse un petit mot de la fin peut-être pour les différents participants. Je ne sais pas si Haddock, tu veux laisser un petit mot. Un tout petit mot à propos de la famille et la subsidiarité. Voilà. Vous pouvez avoir confiance en votre épouse et lui confier les clés de la cuisine. Excellent. Bruce, un petit mot de la fin. Bien oui, on a beaucoup parlé de société organique, de principes de subsidiarité, de hiérarchie, de principes de totalité. Alors pour conclure, oui, c'est compliqué de notre point de vue puisque nous sommes extérieurs à ce régime qui cherche à nous détruire et que nous sommes pourtant attachés au service du bien commun.
Donc le mieux pour servir le bien commun, c'est évidemment le développement de tous ces corps intermédiaires, de ces corps intermédiaires de la Révolution nationale, c'est-à-dire de toutes ces sociétés, de toutes ces institutions qui ne fonctionnent non pas selon les lois du système, mais selon nos lois. Donc voilà, développez, bâtissez tous ces corps, investissez-vous dans ces journaux, dans ces paroisses ou autres, tout en gardant l'esprit justement d'organicité et de totalité, c'est-à-dire sans jamais exclure la politique. Ne faites pas l'erreur d'exclure la politique quand vous investissez dans ce type d'initiative qui constitue pourtant le socle d'un renouveau. Voilà. Merci Fal, un petit mot peut-être avant de nous quitter. Oui, dans cette société individualiste et matérialiste, la notion de bien commun n'existe plus comme vous l'avez bien montré. Donc mon conseil, le même qu'à chaque émission, c'est inculquez-le à vos enfants. C'est votre rôle en tant que père de famille de montrer à vos enfants qu'est-ce qui est le bien commun, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est beau, sur quel chemin ils doivent s'engager. Mais le faire au niveau uniquement intrafamilial ne sert à rien, à part pour le beau geste, si j'ose dire. Il faut évidemment pouvoir participer à un maximum d'initiatives déjà locales dans un premier temps, et quand les initiatives locales fleuriront, là on aura un chemin qui se dégagera pour gagner au niveau national. Rex, Oh, j'ai déjà suffisamment parlé, donc merci de me passer la parole pour conclure, mais non, je fais confiance à nos camarades qui ont su répondre un petit peu sur tous ces sujets-là avec brio. et bien sûr Edmond, merci encore Edmond pour ta chronique. Est-ce que tu veux dire un petit mot avant qu'on se quitte? Eh ben, simplement au revoir à tout le monde. J'ai assez parlé, donc je peux rendre l'antenne. Très bien, c'est vrai qu'on t'a demandé un exercice très difficile Edmond, tu as rempli ta mission avec succès. C'est difficile d'aborder ces sujets, on va dire, très très vastes en aussi peu de temps. Mais merci beaucoup pour ta participation et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.